Imagine un instant. Tu es dans un désert immense. Le soleil tape fort, la chaleur est insupportable. Tu as soif, terriblement soif. Et là, au milieu de nulle part, une cascade apparaît. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est une cascade de soda, pétillante, glacée, avec ce logo rouge et blanc que tu connais par cœur. Tu bois, c'est l'extase. Tu te réveilles, il est 7 heures du matin, et ta première pensée consciente, avant même de sortir du lit, c'est « il me faut absolument cette canette ». Tu penses que c'est un hasard? Une simple envie? Et si je te disais que quelqu'un a planté cette envie-là, au fond de ton crâne, pendant que tu dormais? C'est exactement le scénario qui ne relève plus de la science-fiction, Sarah. On appelle ça le dream hacking, ou techniquement l'incubation de rêves ciblés, la TDI. Et crois-moi, c'est la nouvelle ruée vers l'or pour les publicitaires. C'est effrayant dit comme ça. Thomas, on parle vraiment de pirater nos rêves? Je veux dire, Inception, le film de Nolan, c'était censé être du cinéma, pas un manuel d'instruction pour les départements marketing. Et pourtant, on y est. La frontière ultime de la vie privée, notre subconscient, est en train de tomber. Ce qui est fascinant et terrifiant à la fois, c'est que la science derrière tout ça est solide. Ce n'est pas de la magie vaudou, c'est de la neurotechnologie pure. On sait aujourd'hui que le sommeil n'est pas un bloc monolithique où le cerveau s'éteint, c'est un processus actif, et il y a des failles de sécurité. Des failles de sécurité dans notre sommeil? Attends, explique-moi ça. Comment on peut techniquement entrer dans la tête de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte? Tout se joue dans une phase très précise qu'on appelle l'hypnagogie. C'est cet état liminal, un peu flou, juste au moment où tu t'endors. Tu n'es plus tout à fait réveillé, mais tu ne dors pas encore profondément. C'est le moment où tes pensées commencent à divaguer, où la logique s'effrite, où tu as des hallucinations visuelles ou auditives légères. C'est la porte d'entrée. Je vois très bien de quoi tu parles. C'est ce moment où on a l'impression de tomber dans le vide parfois, ou d'entendre quelqu'un prononcer notre nom. Exactement. C'est la phase N1 du sommeil. À ce moment-là, ton cerveau est encore capable d'entendre et de traiter des stimuli extérieurs, comme des sons ou des odeurs, mais il commence à les intégrer dans une narration onérique. C'est là que le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, entre en scène, avec un dispositif qu'ils ont appelé Dormio. Dormio. Ça sonne comme un nom de méchant dans un dessin animé. C'est quoi? Un casque? Une puce? C'est moins invasif que ça, heureusement, mais tout aussi efficace. C'est un gant bourré de capteurs. Il mesure ton tonus musculaire, ta fréquence cardiaque et la conductance de ta peau. Le but est de repérer à la seconde près quand tu entres dans cette phase hypnagogique. Dès que le gant détecte que tu glisses vers le sommeil, une application connectée joue un signal sonore spécifique. Donc, si je comprends bien, le gant attend que je sois vulnérable pour me chuchoter des trucs. C'est le principe. Dans les expériences du MIT, par exemple, le gant détectait l'endormissement et le système disait simplement le mot « tigre ». Juste ça, tigre. Ensuite, le dispositif réveillait légèrement les sujets pour leur demander ce qu'ils avaient vu. Et devine quoi, la grande majorité avait rêvé de tigre. D'accord, pour la science. C'est fascinant de voir qu'on peut influencer le contenu des rêves. Mais passer de tigre dans un labo du MIT à une publicité pour de la bière, il y a un monde, non? Ce monde a déjà été franchi, Sarah, et c'est là que ça devient sombre. On ne parle plus de chercheurs qui veulent comprendre la conscience, on parle de marques qui veulent vendre. Prends l'exemple de Coors, la marque de bière. Ils ont été parmi les premiers à admettre publiquement qu'ils testaient ça. Ils ont lancé une campagne, très sérieusement, pour le Super Bowl. Attends, ils ont vraiment essayé de faire rêver les gens de bière? C'est légal ça? La légalité est floue, parce que la technologie va plus vite que la loi. Coors a collaboré avec des scientifiques, dont une psychologue de Harvard, pour concevoir une vidéo très spécifique. Des images psychédéliques de cascades, de montagnes enneigées, accompagnées d'une bande sonore précise. Ils ont demandé aux gens de regarder ça juste avant de dormir et de laisser la bande sonore tourner pendant la nuit. Et ça a marché? Je veux dire, est-ce que les gens ont vraiment rêvé qu'ils buvaient une course fraîche en haut d'une montagne? Les résultats sont stupéfiants. Selon leurs propres données, environ un tiers des participants ont rapporté avoir eu des rêves impliquant de la bière ou l'imagerie de la marque Coors. Un tiers. Imagine l'impact marketing. Une pub télé, tu peux l'ignorer, tu peux regarder ton téléphone. Mais un rêve, tu es captive. C'est ton propre cerveau qui génère la pub. Tu la vis émotionnellement. C'est ça qui me dérange le plus. Quand je vois une pub à la télé, je sais que c'est une pub. J'ai mes défenses intellectuelles. Je peux me dire, c'est n'importe quoi, je n'achèterai pas. Mais dans un rêve, je n'ai pas ce filtre critique. Si je rêve que j'adore cette bière, au réveil, mon cerveau enregistre ça comme une expérience positive réelle, non? C'est tout le danger. Le cerveau a du mal à distinguer un souvenir onirique intense d'un souvenir réel au niveau émotionnel. Si je te fais rêver que tu passes un moment incroyable avec un hamburger Burger King, tu vas te réveiller avec une association positive quasi pavlovienne. D'ailleurs, Burger King a aussi joué à ça avec leur Nightmare King Burger. Ils ont financé une étude pour prouver que leur burger donnait des cauchemars. C'était du marketing, certes, mais ça montre qu'ils s'intéressent tous à notre sommeil.
Mais Thomas, pour l'instant, ça demande quand même une participation active. Il faut regarder la vidéo, mettre le gant ou accepter de jouer le jeu. Je ne vais pas me faire hacker mes rêves si je ne le veux pas, si. Pour l'instant, oui, tu dois être volontaire. Mais projetons-nous 2 minutes dans le futur. Un futur très proche. Regarde autour de toi dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de nuit? Mon téléphone qui charge, et j'ai une enceinte connectée pour mettre mon réveil et écouter de la musique douce pour m'endormir. Voilà, le cheval de Troie est déjà dans la place. Tu as une enceinte intelligente, disons Alexa ou Google Home, qui a un micro et un haut-parleur, posé à 50 cm de ton oreiller. Ces entreprises savent déjà quand tu dors. Elles analysent ta respiration, tes mouvements si tu as une montre connectée, tes habitudes d'utilisation. Qu'est-ce qui empêche techniquement Amazon ou Google de passer des messages subliminaux à très bas volume pendant ta phase hypnagogique? Tu veux dire sans que je ne le sache? Ils n'oseraient pas faire ça. Ce serait un scandale mondial. Ils n'ont peut-être pas besoin de le faire en cachette. Imagine une mise à jour des conditions générales d'utilisation. Tu sais, ce texte de 50 pages que personne ne lit et où on clique tous sur « J'accepte ». Imagine une petite ligne. En échange de l'utilisation gratuite de ce service de suivi du sommeil, vous acceptez de recevoir des suggestions audio nocturnes personnalisées. Oh mon Dieu. Et comme c'est gratuit, on dirait oui. C'est le modèle économique d'Internet appliqué à nos nuits. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, même quand vous dormez. Exactement. Et le potentiel est infini. On parle de publicité, mais ça pourrait être de la propagande politique, de l'influence sociale. Si on peut insérer une canette de soda, on peut insérer une idée. On peut modifier tes préférences, tes peurs, tes désirs. C'est une intrusion cognitive absolue. C'est vertigineux. On parle littéralement de la fin du libre arbitre si ça généralise. Si mes envies ne viennent pas de moi, qui suis-je? C'est la question philosophique majeure du XXIe siècle. Les neuroscientifiques qui travaillent là-dessus, notamment l'équipe du MIT, sont les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Ils ont publié une lettre ouverte, signée par une quarantaine de chercheurs internationaux, pour demander une régulation immédiate. Ils disent que nos rêves sont le dernier sanctuaire. On a perdu notre vie privée numérique, nos données de localisation, nos historiques de recherche. Le seul endroit où on était vraiment seul, vraiment nous-mêmes, c'était nos rêves. Et ce sanctuaire est en train d'être violé pour vendre des hamburgers. C'est d'un cynisme absolu. Mais est-ce qu'on peut vraiment légiférer là-dessus? Comment tu veux contrôler ce qui sort d'une enceinte connectée à 3 heures du matin? C'est très compliqué. La FTC, la Commission fédérale du commerce aux États-Unis, commence à regarder ça. Mais les lois actuelles sur la publicité subliminale datent des années 70. Elles parlent d'images flashées dans un film au cinéma. Elles ne sont pas du tout adaptées aux algorithmes d'intelligence artificielle qui détectent tes ondes cérébrales pour te vendre un produit au moment précis où tu perds conscience. Donc on est dans un vide juridique total. C'est le Far West. Oui, et les chercheurs craignent une accoutumance. Aujourd'hui, ça nous choque. Mais regarde comment on a accepté la publicité subliminale sur le web. Au début, tout le monde criait au scandale parce que Google lisait nos mails pour afficher des pubs. Maintenant, c'est la norme. Le risque, c'est que la génération qui vient trouve normal que son assistant vocal lui suggère des rêves pour optimiser sa nuit. Optimiser sa nuit, c'est un terme horrible, comme si le sommeil devait être productif. Mais c'est l'argument de vente. Ils ne vont pas te dire « on va vous bourrer le crâne de pub ». Ils vont te dire « améliorez vos rêves. Choisissez de rêver de vos prochaines vacances aux Maldives grâce à notre partenaire Expedia. Qui refuserait de passer 8 heures au paradis plutôt que de faire des cauchemars de stress au boulot ?» Vu comme ça, c'est très séduisant. C'est le piège parfait. On vend notre inconscient pour du confort onirique. Mais Thomas, il y a quand même un risque pour la santé mentale, non? Le rêve sert à quelque chose biologiquement, à traiter les émotions, à consolider la mémoire. Si on remplace ce processus naturel par des pubs pour de la bière, on risque de casser quelque chose dans notre cerveau? C'est l'autre grand danger. Le rêve n'est pas un écran de veille inutile, c'est une thérapie nocturne. C'est là que ton cerveau digère les traumatismes, organise tes souvenirs. Si tu interfères avec ce processus, si tu injectes des éléments parasites artificiels, tu risques de perturber l'équilibre psychique. On ne connaît pas les effets à long terme de la TDI répétée. Peut-être que ça crée de l'anxiété, des troubles de la dissociation ou une incapacité à distinguer le réel de l'imaginaire au réveil. On joue aux apprentis sorciers avec la mécanique la plus complexe de l'univers, le cerveau humain. C'est terrifiant. On est en train de transformer le sommeil, qui est une nécessité biologique, en un espace publicitaire monétisable. J'ai l'impression qu'on est à un carrefour. Soit on pose des limites maintenant, soit dans 10 ans, dormir sans publicité deviendra un luxe réservé aux riches qui pourront se payer des chambres déconnectées ou des bloqueurs de pubs neuronaux. L'abonnement sommeil premium, sans interruption publicitaire pour seulement 9,99 par mois. Ça semble être une blague, mais je suis prêt à parier que c'est dans les cartons de quelqu'un dans la Silicon Valley. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À notre niveau, Thomas, on jette nos enceintes connectées, on met des bouchons d'oreilles. La première étape, c'est la conscience. Savoir que c'est possible. Ne pas être naïf quand une marque propose une expérience de sommeil immersive. Ensuite, oui, il faut une hygiène numérique stricte dans la chambre. Pas de micro-actifs, pas de téléphone sous l'oreiller. Sanctuariser la chambre à coucher. Et surtout, il faut soutenir les initiatives législatives qui veulent interdire l'usage commercial de la TDI. La science doit servir à soigner les cauchemars des vétérans, pas à vendre de la bière. Tu as raison. C'est une bataille pour notre intégrité mentale. Ça me rappelle cette phrase de George Orwell, tu sais, dans 1984. Il disait que rien ne t'appartient, sauf les quelques centimètres cubes à l'intérieur de ton crâne. Eh bien, il semble que même ces quelques centimètres cubes soient désormais à vendre. C'est une conclusion sombre, mais réaliste. Le dernier territoire vierge est colonisé. À nous de décider si on veut mettre des barbelés à l'entrée ou si on laisse la porte grande ouverte. Merci Thomas pour ces explications, même si je sens que je vais avoir un peu plus de mal à m'endormir ce soir. Je vais peut-être débrancher Alexa, juste au cas où. Sage décision, Sarah. Fais de beaux rêves.
des rêves qui t'appartiennent. Merci. Et à vous qui nous écoutez, la prochaine fois que vous rêvez d'une envie soudaine de chocolat ou d'une nouvelle voiture, posez-vous la question au réveil. Est-ce vraiment votre désir? Ou est-ce que quelqu'un l'a murmuré à votre oreille pendant que vous étiez sans défense? Restez vigilants, même les yeux fermés. C'était Sarah et Thomas pour Podcaster Pro. À la semaine prochaine.